On a l'impression que le sol sous nos pieds est super stable, pas vrai? Eh bien, détrompez-vous. La surface de notre planète, c'est en fait un puzzle géant, et les pièces n'arrêtent pas de bouger. Allez, aujourd'hui, on va assembler tout ça pour piger la tectonique des plaques. Alors, la grande question qu'on se pose tous, pourquoi est-ce que la Terre tremble? Pourquoi les volcans se réveillent? Ça peut faire peur, et on pourrait croire que ça arrive n'importe où, n'importe quand, mais en fait pas du tout. Il y a une logique derrière tout ça. Et le premier indice, il est juste sous nos yeux, sur une simple carte du monde. Et voilà, regardez bien cette carte, ce n'est pas juste une collection de points. Si on place tous les tremblements de terre et tous les volcans, on voit quelque chose de dingue. Ils ne sont pas répartis au hasard. Non, ils s'alignent parfaitement. Ils dessinent des sortes de cicatrices à la surface du globe. Et ces lignes, ce sont les frontières des fameuses plaques tectoniques. C'est ça l'info capitale à retenir. Toute l'action se passe là, aux frontières. Ok, maintenant qu'on a repéré ces frontières, on va zoomer dessus. C'est là que tout se joue, là où on assiste à des créations et à des destructions. Alors voilà les deux grands scénarios. À gauche, on a ce qu'on appelle une dorsale. Vous voyez, le magma remonte et ça pousse, ça écarte les deux plaques. C'est un peu comme une usine à fabriquer de la nouvelle croûte terrestre. Et puis à droite, c'est le contraire. Là, les plaques se rentrent dedans et l'une des deux plonge sous l'autre. On appelle ça une fosse, une zone de subduction. C'est là que la vieille croûte est, recyclée. Création d'un côté, destruction de l'autre. Allez, on commence avec le premier cas, la divergence. Le mot dit tout, ça diverge, ça s'écarte. Imaginez deux énormes tapis qui roulent en s'éloignant l'un de l'autre. C'est exactement ça, mais à une échelle gigantesque, au fond des océans. Alors que se passe-t-il au niveau d'une dorsale? Premièrement, les plaques s'écartent, c'est le mouvement divergent. Deuxièmement, du magma remonte tranquillement, c'est ce qu'on appelle un volcanisme effusif, et en se refroidissant, il crée de la nouvelle plaque, de la nouvelle lithosphère, ça forme un relief sous-marin, la dorsale océanique. Mais comment on est sûr de tout ça? La preuve ultime, elle vient des forages. On a découvert que les roches sont toutes jeunes au centre de la dorsale, et plus on s'en éloigne, plus elles sont vieilles, c'est la preuve indiscutable que le plancher océanique s'écarte comme un tapis roulant. Maintenant, accrochez-vous, on passe au deuxième scénario, la convergence. Et là, l'ambiance n'est plus du tout la même. Fini les tapis roulants tranquilles. Imaginez plutôt deux trains lancés à pleine vitesse l'un contre l'autre. Forcément, le choc est beaucoup plus violent. Ici, les plaques se rapprochent. Généralement, la plus dense des deux va plonger sous l'autre. C'est ce qu'on appelle la subduction. Et ça a plein de conséquences. D'abord, ça détruit de la lithosphère. Ça crée des reliefs très marqués, des fosses océaniques, les endroits les plus profonds de la planète, et aussi des chaînes de montagnes. Le volcanisme ici est hyper violent, explosif, et surtout, les frottements entre les plaques qui se chevauchent provoquent des séismes très profonds. D'ailleurs, si on regarde où se produisent ces séismes, ils dessinent une sorte de pente qui suit la plaque en train de plonger. Bon, petit récapitulatif pour que tout soit bien clair. D'un côté, la divergence. Les plaques s'écartent, on crée de la croûte, le volcanisme est effusif et on a une dorsale. De l'autre, la convergence. Les plaques se rapprochent, on détruit de la croûte, le volcanisme est explosif et on a des fosses et des montagnes. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce qui sculptent en permanence le visage de notre planète. Ok, on a bien compris ce qui se passe aux frontières. Mais au fait, ces plaques, de quoi elles sont faites exactement? Pour répondre à ça, il faut qu'on plonge un peu, qu'on aille voir ce qu'il y a sous la surface. Alors, les plaques, ce sont des morceaux de ce qu'on appelle la lithosphère. Pour se faire une image simple, pensez à un œuf. La lithosphère, c'est la coquille. C'est la couche extérieure, elle est dure, rigide, et c'est elle qui est cassée en plusieurs morceaux. Son épaisseur, environ 100 à 150 km, ce qui est finalement assez fin par rapport à la taille de la Terre. Et juste sous cette coquille rigide, on trouve l'asténosphère. Attention, ce n'est pas liquide comme de l'eau, c'est moins rigide. Pensez à du caramel un peu tiède ou à de la pâte à modeler. C'est ductile, comme on dit en science. Et c'est justement parce que cette couche est un peu molle que les plaques rigides de la lithosphère peuvent glisser dessus, comme des radeaux sur une mer de caramel. Oui, mais alors, comment les scientifiques ont-ils pu voir ces couches? On n'a jamais réussi à creuser un trou aussi profond. C'est impossible. Alors, comment on a su qu'il y avait une couche rigide posée sur une couche plus molle? Le secret, c'est une invention qui a tout changé. Et cet outil, c'est le sismographe. Quand il y a un tremblement de terre, ça génère des ondes qui traversent toute la planète, un peu comme des vagues. Et les sismographes enregistrent ces ondes. Les scientifiques ont alors remarqué un truc super bizarre. À une certaine profondeur, la vitesse de ces ondes changeait d'un coup. Elle ralentissait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle passait d'un milieu solide et rigide, la lithosphère, à un milieu plus mou, l'asténosphère.
Ce changement de vitesse, c'est la signature de la frontière entre les deux couches. C'est comme ça qu'on a pu la voir sans jamais y aller. Bon, on sait ce que sont les plaques, on sait comment elles interagissent à leurs frontières, on sait même où se trouve la limite en profondeur. Mais il reste la grande question. Qu'est-ce qui peut bien faire bouger des morceaux de continent aussi gigantesques? Quel est le moteur de tout ça? Eh bien, le moteur, c'est la chaleur interne de la Terre. Le noyau et le manteau sont incroyablement chauds, en partie à cause de la radioactivité naturelle des roches. Et comme toute chose chaude, cette chaleur cherche à remonter vers la surface qui est plus froide. Imaginez une casserole d'eau sur le feu. L'eau chaude du fond remonte, se refroidit en surface et replonge. C'est exactement pareil dans le manteau terrestre. Ce grand mouvement circulaire, ça s'appelle la convection. Et ce cycle, c'est lui qui entraîne les plaques. C'est un peu un tapis roulant géant. Étape 1, la matière chaude du manteau, moins dense, remonte au niveau des dorsales. Étape 2, en arrivant en surface, elle se refroidit, durcit et forme la nouvelle plaque qui s'éloigne. Étape 3, en s'éloignant, elle continue de refroidir, elle devient de plus en plus lourde, de plus en plus dense, jusqu'au moment où elle est tellement dense qu'elle finit par replonger dans le manteau au niveau des fosses. Et la boucle est bouclée. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette chaleur qui fait bouger les continents, on peut aussi s'en servir. C'est une source d'énergie renouvelable qu'on appelle la géothermie. On s'en sert pour produire de l'électricité dans des centrales ou même plus simplement pour chauffer nos maisons. C'est directement l'énergie interne de la planète qu'on utilise. Bon, tout ça c'est fascinant. Mais vivre sur une planète qui bouge, ça veut aussi dire qu'il y a des risques. On ne peut pas empêcher un séisme ou une éruption. C'est impossible. Par contre, on peut apprendre à vivre avec et à gérer le danger. Et pour ça, il y a une formule super importante à connaître. Le risque est égal à l'aléa multiplié par l'enjeu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'aléa, c'est la probabilité qu'un phénomène naturel se produise. Par exemple, la probabilité d'avoir un gros séisme dans une région. L'enjeu, c'est tout ce qui pourrait toucher les populations, les maisons, les écoles. Donc, un très fort séisme au milieu d'un désert où il n'y a personne, l'aléa est fort, mais l'enjeu est nul, donc le risque est faible. Par contre, un séisme même moyen, dans une ville très peuplée, là, le risque est gigantesque. Alors, comment on fait pour réduire ce risque? Il y a deux grandes stratégies. D'un côté, la prévention. Là, on agit sur les enjeux, pour les rendre moins vulnérables. Comment? Par l'éducation, en apprenant aux gens quoi faire en cas de séisme, en faisant des exercices d'évacuation dans les écoles. Et de l'autre côté, il y a la protection. Là, on cherche à diminuer l'impact du phénomène lui-même. Par exemple, en construisant des bâtiments parasismiques qui ne s'écroulent pas, ou des digues pour se protéger des tsunamis. Ce qui est passionnant avec la tectonique des plaques, c'est que ça nous montre très bien comment la science fonctionne. Cette théorie qui nous semble évidente aujourd'hui, elle ne s'est pas faite en un claquement de doigts. La connaissance scientifique, elle n'est jamais figée, elle évolue tout le temps. Ça a commencé en 1912 avec un certain Alfred Wegener. Il a eu cette idée géniale de la dérive des continents, mais personne ne l'a cru. Il n'avait pas de preuve solide du moteur. Puis dans les années 50 et 60, tout s'accélère. On commence à cartographier les fonds marins avec des sonars et, surprise, on découvre les fameuses dorsales et on analyse l'âge des roches. Et la preuve finale, le chaos technique, arrive dans les années 80-90 avec les satellites et le GPS. Là, c'est indiscutable. On peut mesurer en direct le mouvement des plaques, quelques centimètres par an. C'est lent, mais ça bouge. Chaque nouvelle technologie a apporté sa pierre à l'édifice. Au final, la théorie des plaques a totalement révolutionné notre vision de la Terre. On a compris que notre planète n'est pas une boule de roche inerte, mais un système vivant, dynamique. C'est ça la beauté de la science. C'est une aventure sans fin. On a assemblé une grande partie du puzzle, mais qui sait quelles autres découvertes incroyables nous attendent encore juste là, sous nos pieds.